Ma sœur a commandé une pizza à 187 $ pour ses amis, puis m'a regardé et a dit, tu vas payer. Quand j'ai refusé, elle a couru voir les parents. Puis maman a crié, tu as insulté ma fille devant ses amis. Tu n'as plus ta place dans cette maison, sors d'ici. Mais 2 ans plus tard, ils se sont présentés à ma porte me suppliant de les sauver. Je me tenais devant ma propre maison à minuit avec un sac à la main et nulle part où aller. Derrière cette porte verrouillée, ma sœur riait encore avec ses amis, mangeant la nourriture qu'elle avait commandée en mon nom. Les derniers mots de ma mère résonnaient sans cesse dans mes oreilles. Si tu ne peux pas payer pour cette famille, alors tu n'y as pas ta place. Alors j'ai essuyé mes larmes, j'ai regardé cette maison une dernière fois et j'ai murmuré, un jour, vous allez me supplier de revenir. Étage 2 ans plus tard, ils l'ont fait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi ceci. Avez-vous déjà été traité comme si vous n'aviez pas votre place dans votre propre famille? Tapez oui ou non dans les commentaires. Je les lis tous sans exception. Je m'appelle Jessica Miller. J'ai 26 ans et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu une vie qui semblait empruntée, comme si je ne faisais que remplir un espace dans l'histoire de quelqu'un d'autre, sans jamais être celle dont il se souciait vraiment. Le jour, je travaillais à temps plein dans une petite entreprise de logistique au centre-ville de Chicago. Ce n'était pas prestigieux, mais cela payait les factures. Enfin, la plupart d'entre elles. La nuit, j'étais une étudiante à la poursuite d'un diplôme de commerce que je finançais entièrement par moi-même. Les frais de scolarité, les livres, les contributions au loyer, tout sortait de ma poche. Il y avait des nuits où je dormais 4 heures, parfois moins, fonctionnant à la caféine et à la détermination, me disant que tout cela vaudrait la peine un jour, car personne d'autre n'allait le rendre valable pour moi. À la maison, je n'étais pas considérée comme la fille travailleuse. Je n'étais pas celle dont on se vantait. J'étais juste là, silencieuse, fiable, pratique, celle sur qui on pouvait toujours compter pour intervenir quand quelque chose devait être payé, réparé ou géré, mais jamais apprécié. Je ne me souviens pas d'une seule fois où mes parents m'ont regardé pour me dire qu'ils étaient fiers. Pas une seule fois. Peu importait le nombre d'heures que je travaillais, le nombre de sacrifices que je faisais ou le nombre de fois où je mettais mes propres besoins de côté pour aider la famille. C'était comme si j'existais en arrière-plan, utile mais invisible. Et après un certain temps, on arrête d'attendre quelque chose de différent. On arrête d'espérer. Je me demandais ce que cela ferait d'être la préférée, d'être celle qu'il protégeait, celle qu'il célébrait, celle qu'il choisissait. Mais ce rôle ne fut jamais le mien. Car dans notre maison, il y avait déjà quelqu'un qui occupait cette position de manière définitive. Et ce n'était certainement pas moi. Mes parents n'étaient pas le genre de personnes à crier tout le temps ou à créer un chaos évident. Non, ce qu'ils faisaient était plus silencieux, plus froid, le genre de comportement qui vous ronge lentement jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous avez passé votre vie entière à vous effacer juste pour tenir dans un espace où vous n'avez jamais été vraiment désiré. Tout dans notre maison tournait autour de ma jeune sœur, Émilie. Émilie ne travaillait pas. Elle n'étudiait pas. Elle ne se souciait pas des factures, des responsabilités ou des conséquences. Sa vie était un cycle constant de shopping, de fêtes et de matinées tardives. Et d'une certaine manière, c'était parfaitement acceptable. En fait, c'était récompensé. Si Émilie voulait quelque chose, elle l'obtenait. Sans poser de questions. De nouveaux vêtements, c'était fait. Du maquillage coûteux, bien sûr. Un voyage spontané le week-end avec ses amis. Mes parents lui remettaient pratiquement l'argent avec le sourire. Mais quand il s'agissait de moi, tout était différent. Si j'avais besoin d'aide pour mes frais de scolarité, c'était soudainement un fardeau financier. Si je demandais quoi que ce soit, même quelque chose de petit, j'étais accueilli par des soupirs, des leçons de morale ou du silence. J'ai appris très vite que demander ne servait à rien. Alors, j'ai arrêté. Ce qui rendait les choses pires n'était pas seulement la différence de traitement. C'était à quel point il rendait cela normal. Comme si j'étais la personne déraisonnable pour avoir attendu de les quitter. Comme si Émilie méritait tout et que je devais juste être reconnaissante pour les miettes qui restaient. Je me souviens encore d'une nuit où je suis rentré à la maison épuisé après avoir fait un double service, les pieds douloureux, la tête martelante. Émilie était affalée sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone, entourée de sacs de courses. Ma mère est entrée dans la pièce, l'a regardée et a souri.
Tu t'es bien amusée aujourd'hui, ma chérie? Puis elle a posé les yeux sur moi, et son expression a complètement changé. Il y a de la nourriture dans la cuisine, a-t-elle dit d'un ton neutre avant de s'éloigner. C'était tout. Pas de « Comment s'est passée ta journée ?» Pas de « Est-ce que ça va ?» Juste des instructions, comme si j'étais une pensée après coup. Émilie ne m'a même pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà comment cela fonctionnait. Elle avait grandi en étant le centre de tout, tandis que j'avais grandi en apprenant à survivre sur les bords. Nous avions été élevés dans la même maison par les mêmes parents, mais nous vivions des vies complètement différentes. Et au fond de moi, je crois que j'ai toujours su qu'un jour, ce déséquilibre allait briser quelque chose. Je ne savais juste pas que cela briserait tout. Cela a commencé un vendredi après-midi, le genre de moment calme qui ne reste jamais calme bien longtemps dans notre maison. Je venais de rentrer du travail, les épaules tendues, l'esprit encore bloqué sur les délais et les devoirs inachevés. Tout ce que je voulais, c'était quelques minutes de silence avant d'ouvrir à nouveau mon ordinateur portable. Mais à la seconde où j'ai mis les pieds dans le salon, j'ai su que cela n'allait pas arriver. Émilie était au centre de la pièce, tournant en rond avec son téléphone à la main, riant fort alors qu'elle parlait à quelqu'un sur haut-parleur. Oh mon Dieu, oui. Samedi soir. Ça va être de la folie. J'invite tout le monde. Tout le monde. Ce mot est resté en suspens dans l'air pendant une seconde, car tout le monde ne m'incluait jamais. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction quand je suis passé à côté d'elle. Comme si je n'étais pas là, comme je ne l'étais jamais. En moins d'une heure, la maison s'était complètement transformée. La musique a commencé à jouer. Des basses fortes et palpitantes qui résonnaient à travers les murs. Émilie se déplaçait dans les pièces comme si elles lui appartenaient, sortant des décorations du rangement, réarrangeant les meubles, transformant notre maison tranquille en quelque chose qui ressemblait plus à un club qu'à un endroit où les gens vivaient réellement. Des guirlandes lumineuses ont été accrochées au plafond. Des bougies parfumées ont été allumées. Non pas parce qu'elles étaient jolies, mais parce qu'Émilie aimait l'esthétique. L'espace vide a été dégagé pour danser. Même la table à manger a été poussée sur le côté pour faire de la place. Et à travers tout cela, j'étais invisible. À un moment donné, je suis entré dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et j'ai trouvé ma mère debout à côté d'Émilie, faisant défiler une liste sur son téléphone. « Devrions-nous acheter plus d'encas ?» a demandé ma mère, d'un ton doux, presque excité. Émilie a haussé les épaules. « Ouais, je vais commander un tas de trucs demain de toute façon. Des pizzas, des ailes de poulet, des boissons, tout ça. » Mon père est entré juste après, hochant la tête d'un air approbateur. Ça s'annonce comme une vraie fête. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a même reconnu que je me tenais juste là. Ce n'était pas nouveau, mais d'une manière ou d'une autre, cela faisait toujours mal. Le samedi est arrivé plus vite que je ne l'espérais. En début de soirée, la maison bourdonnait d'énergie. Les gens ont commencé à arriver en groupe, des voix fortes, des rires, le son constant des portes qui s'ouvraient et se fermaient. Émilie a accueilli chacun d'entre eux avec un câlin, son sourire large, son énergie magnétique. Entrez, faites comme chez vous. Je suis resté à l'étage au début, essayant de me concentrer sur mes devoirs, mais le bruit rendait cela impossible. Chaque éclat de rire, chaque battement de musique ressemblait à un rappel que je n'avais pas ma place dans ma propre maison. Finalement, je suis descendu, non pas pour les rejoindre, mais juste pour prendre quelque chose de rapide dans la cuisine. En passant devant le salon, j'ai saisi des bribes de conversation. Cet endroit est incroyable. Émilie, tu t'es vraiment surpassée. La meilleure fête de ce week-end, c'est sûr. Elle a tout absorbé. Chaque compliment, chaque once d'attention. Et puis j'ai remarqué autre chose. Le comptoir de la cuisine était couvert d'assiettes vides, de boissons à moitié finies, et d'un désordre grandissant dont personne ne semblait se soucier. Quelqu'un avait renversé du soda près de l'évier. Une autre personne avait laissé des emballages de nourriture éparpillés sur la table. Et Émilie, elle a juste ri et s'est éloignée. Je suis resté là un moment, regardant tout cela, sachant déjà comment cela allait se terminer. Car d'une manière ou d'une autre, quand la nuit serait finie, la responsabilité retrouverait son chemin jusqu'à moi. C'était toujours le cas. Et au fond de moi, je pouvais le sentir. Cette tension silencieuse et familière s'accumulant à nouveau, comme si quelque chose était sur le point de se produire,
quelque chose qui allait pousser les choses beaucoup trop loin. Au moment où la nuit a atteint son apogée, la maison ne me semblait même plus être la mienne. La musique hurlait. Il y avait du monde partout, riant, criant, dansant comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Je suis resté près de la cuisine, gardant mes distances, essayant de ne pas être entraîné dans quelque chose dont je n'avais jamais accepté de faire partie. Puis la sonnette a retenti. C'était fort, aigu, coupant presque à travers le chaos. Émilie s'est retournée instantanément, les yeux brillants. C'est la nourriture. Elle s'est précipitée vers la porte, poussant pratiquement les gens sur le côté alors qu'elle l'ouvrait. Un livreur se tenait là, les bras chargés de boîtes de pizza, de sacs d'ailes de poulet, de boissons, plus qu'assez pour nourrir tout le monde dans la maison 2 fois. Waouh! Quelqu'un derrière elle a ri. Tu as fait les choses en grand. Émilie a souri de toutes ses dents. Bien sûr que oui. Elle a tout pris des mains du livreur comme si de rien n'était, comme si tout cela faisait simplement partie du plan. Aucune hésitation, aucune inquiétude. Je l'ai regardée depuis la cuisine empiler les boîtes sur le comptoir, ses amis se rassemblant autour d'elle, attrapant déjà des parts avant même que tout ne soit posé. Attention, c'est chaud, a-t-elle ri. Puis le livreur s'est un peu avancé à l'intérieur, tendant le reçu. Cela fera 187,50 $. Émilie n'a même pas regardé le reçu. Au lieu de cela, elle a tourné la tête lentement et m'a regardé droit dans les yeux. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal compris, mais ensuite elle a souri, l'air décontracté, insouciant, et a dit, « Tu vas payer pour ça, n'est-ce pas ?» J'ai cligné des yeux. Quoi? Ses amis se sont tus juste un instant, comme s'ils attendaient la chute de la blague. Émilie a levé les yeux au ciel légèrement, comme si c'était moi qui rendais la situation gênante. Jessica, allez. Tu sais comment ça marche, a-t-elle dit en agitant la main d'un geste dédaigneux. Règle juste ça. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Comment ça marche? Le livreur se tenait toujours là à attendre. La pièce était devenue juste assez silencieuse pour que tout le monde entende ce qui se passait. Je n'ai pas commandé ça, ai-je dit lentement. Émilie a haussé les épaules. Ouais, mais tu aides toujours. N'en fais pas toute une histoire. N'en fais pas toute une histoire. Comme si ce n'était rien. Comme si je n'étais rien. Le silence s'est prolongé et pour la première fois, quelque chose en moi n'a pas eu l'impression de plier. J'ai eu l'impression de me briser. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée, la façon dont elle se tenait là si sûre d'elle, si certaine que j'allais simplement rentrer dans le rang comme je le faisais toujours. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je n'avais jamais eu le choix. Et quelque chose s'est finalement rompu en moi. Non. Le mot est sorti calme, silencieux, mais il a frappé la pièce plus fort que n'importe quel cri ne l'aurait jamais pu. Émilie s'est figée une seconde comme si elle n'était pas sûre de m'avoir bien entendu. Quoi? J'ai dit, non, ai-je répété, la voix plus assurée cette fois. Je ne paie pas pour ça. Son expression a changé instantanément. Le sourire est tombé. L'irritation est arrivée vite. Jessica, arrête. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Le livreur a bougé maladroitement près de la porte. Quelques-uns de ses amis ont échangé des regards, sentant la tension monter. Émilie s'est approchée de moi, baissant la voix, mais pas assez pour que ce soit privé. Tu as déjà payé pour des choses avant. Pourquoi agis-tu comme ça maintenant? J'ai laissé échapper un lent soupir, sentant des années de frustration faire pression sur ma poitrine. Parce que je suis fatigué, ai-je dit. Je suis fatigué d'être celle qui paie toujours. Celle qui répare toujours les choses. Celle qui ne reçoit jamais rien en retour. Elle s'est moquée. Oh mon Dieu. Et c'est reparti. Non. J'ai coupé la parole plus fort maintenant. Tu n'as pas le droit de lever les yeux au ciel cette fois. La pièce est devenue complètement immobile. Je travaille tous les jours. Je paie ma propre éducation. J'ai aidé cette famille plus de fois que je ne peux le compter, et aucun de vous ne s'en est jamais souci, ai-je dit, la voix tremblant légèrement maintenant. Mais je ne me suis pas arrêté. Et ce soir, tu organises une fête, tu invites tous tes amis, tu commandes pour presque 200 $ de nourriture,
et tu t'attends simplement à ce que je couvre les frais comme si j'étais ton compte bancaire personnel. Le visage d'Émilie s'édurcit. Ce n'est pas si grave. Ça l'est pour moi. C'était la vérité. Pour la première fois de ma vie, je ne reculais pas. Et au fond de moi, je savais que ce moment allait tout changer. Le silence n'a pas duré longtemps. Que se passe-t-il ici? La voix de mon père a coupé à travers la pièce alors qu'il entrait depuis le couloir, l'expression déjà irritée. Ma mère le suivait juste derrière lui, les yeux scrutant la scène, le livreur se tenant toujours là maladroitement, la posture tendue d'Émilie, et moi me tenant là comme si je venais de faire quelque chose d'impardonnable. Émilie n'a pas perdu une seconde. Elle refuse de payer, a-t-elle dit, le ton sec, presque offensé. Après tout cela, mon père s'est tourné lentement vers moi. Quoi? Je n'ai pas commandé ça, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Je ne vais pas payer. C'est tout ce qu'il a fallu. Son visage s'est durci instantanément. Tu es sérieuse en ce moment? Ma mère s'est avancée, la voix s'élevant déjà. Jessica, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta sœur reçoit des invités. Alors j'ai répliqué avant de pouvoir m'en empêcher. Cela ne veut pas dire que je dois payer pour sa fête. L'atmosphère de la pièce a changé. On pouvait le sentir. Cette ligne invisible que je venais de franchir. Mon père a laissé échapper un petit rire amer. Incroyable. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu agis. Quelque chose s'est tordu en moi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Émilie a croisé les bras, secouant la tête de façon dramatique. C'est tellement embarrassant. Non, ai-je dit plus fort maintenant, ma voix perçant le bruit. Ce qui est embarrassant, c'est de s'attendre à ce que je finance ton style de vie pendant que tu ne fais rien. Fais attention à ton ton, a lâché ma mère d'un ton sec. Pourquoi, ai-je dit, le cœur battant à tout rompre maintenant? Parce que je dis enfin la vérité. La tension a éclaté. Tu es égoïste, a dit froidement mon père. Cette famille t'a toujours soutenu. J'ai presque ri, mais le son est sorti creux. Soutenu? Quand? Quand j'ai payé mes propres frais de scolarité? Quand j'ai fait 2 emplois juste pour garder la tête hors de l'eau? Quand j'ai couvert des factures que vous ne vouliez pas gérer? Ça suffit, a crié ma mère. Tu ne vas pas rester là et nous manquer de respect devant tout le monde. J'ai regardé autour de moi. Les amis d'Émilie regardaient, silencieux, mal à l'aise, mais regardant quand même comme si c'était une sorte de spectacle. Et soudain, je l'ai ressenti. Cette réalisation profonde et écrasante. Ils n'étaient pas embarrassés par ce qui se passait. Ils étaient embarrassés par moi. Tu as toujours été comme ça, a continué mon père, la voix basse et tranchante. Difficile, ingrate. Émilie a souri avec un petit rictus, comme si elle avait déjà gagné. Et à ce moment-là, j'ai compris que peu importait ce que je disais, peu importait ce que je faisais, il n'allait jamais me choisir. Alors peut-être que tu ne devrais pas être ici. Les mots venaient de mon père. Calme mais définitif. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Quoi? Si tu ne peux pas soutenir cette famille, a-t-il dit, le ton froid et inébranlable, alors tu n'as pas ta place dans cette maison. Ma poitrine s'est serrée. Vous êtes sérieux? Ma mère a croisé les bras. Tu as exprimé clairement ta position, Jessica. Maintenant, nous exprimons la nôtre. Émilie n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle est juste restée là à regarder. Et cela a fait plus mal que tout. Vous me mettez à la porte, ai-je demandé, la voix dépassant à peine un murmure. Mon père n'a pas hésité. Oui. Le mot a frappé plus fort que je ne m'y attendais. L'espace d'un instant, tout ce qui m'entourait a semblé lointain. La musique, les voix, les gens. Comme si je me tenais en dehors de ma propre vie, regardant cela arriver à quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'était moi. J'ai dégluti difficilement, me forçant à rester debout, même si tout à l'intérieur de moi semblait s'effondrer. Très bien, ai-je dit doucement. Je me suis retourné et j'ai monté les escaliers, ignorant les regards, les murmures, le silence inconfortable qui me suivait. Mes mains tremblaient alors que je prenais les seules choses que je pouvais porter. Un petit sac,
quelques vêtements, mon ordinateur portable. C'était tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'avais toujours eu. Quand je suis redescendu, personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit un mot. Je suis passé devant eux, devant la maison dans laquelle j'avais grandi, devant les personnes qui étaient censées être ma famille. Et juste avant de franchir la porte, je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Vous allez le regretter, ai-je dit, la voix calme mais certaine. Puis je suis sorti dans la nuit. Et cette fois, je ne me suis pas retourné. La première nuit après mon départ, je n'ai pas dormi. Pas vraiment. J'étais sur un canapé usé dans l'appartement de mon amie Lorraine, regardant le plafond, écoutant le faible bourdonnement de la circulation à l'extérieur. Son appartement était petit, une seule chambre, à peine assez d'espace pour 2 personnes, mais elle n'a pas hésité quand je l'ai appelée. Elle a juste dit « Viens ». Comme si ce n'était rien. Je n'arrêtais pas de repasser tout dans ma tête. Les voix, les regards, la porte se fermant derrière moi. Cela ne semblait pas réel. 26 années de ma vie réduite à un sac posé sur le sol à côté de moi. Je n'ai pas pleuré. Pas de la façon dont je le pensais. C'était plutôt comme un lourd vide pesant sur ma poitrine, une prise de conscience silencieuse qui s'installait. J'étais livré à moi-même, complètement. Les jours suivants ont été un flou d'épuisement et d'incertitude. Je suis allé au travail comme si de rien n'était, forçant une expression normale sur mon visage pendant que mon esprit filait dans 100 directions différentes. Où allais-je vivre? Combien de temps pourrais-je rester ici? Et si quelque chose tournait mal? Chaque question semblait plus grande que moi. Lorraine a essayé d'aider, m'offrant son lit pendant qu'elle prenait le canapé, mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas prendre plus que ce que j'avais déjà. Je partais déjà de rien. Je ne voulais pas non plus me sentir comme un fardeau, car c'est ce qu'on m'avait toujours fait ressentir, un fardeau. Mais quelque chose en moi avait changé. Chaque fois que le doute s'insinuait, chaque fois que je pensais à y retourner, à m'excuser, à réparer les choses comme je le faisais toujours, je me rappelais ce moment, la façon dont il m'avait regardé, la façon dont il l'avait choisi. Et soudainement, y retourner ne semblait plus être une option. Cela ressemblait à une défaite. Alors à la place, je me suis fait une promesse silencieuse cette nuit-là, allongé dans le noir. Peu importe à quel point cela deviendrait difficile, j'allais construire quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pourrait plus m'enlever. Les premières semaines ont été les plus dures. J'ai gardé la même routine. Me réveiller tôt, aller au travail, revenir épuisé, mais tout le reste devait changer. Je ne pouvais plus me permettre de dériver. Je n'avais pas le filet de sécurité que je croyais avoir. Alors, j'ai commencé à chercher une issue. Pas seulement pour survivre, mais pour quelque chose de mieux. Cela a commencé par de longues nuits après le travail. Pendant que tout le monde se détendait, je m'asseyais à la petite table de cuisine de Lorraine avec mon ordinateur portable ouvert, cherchant, apprenant, essayant de comprendre comment les gens construisaient des vies en ligne. Je n'avais pas de plan précis. Je savais juste que je ne pouvais pas rester bloqué là où j'étais. J'ai regardé des vidéos, lu des articles, pris des notes comme si ma vie en dépendait, car c'était le cas. Au début, c'était écrasant. Il y avait trop d'options. Travail en freelance, boutique en ligne, services numériques. Je ne savais pas par où commencer. Mais je me suis forcé à choisir une voie et à m'y tenir. J'ai décidé de construire quelque chose de simple, une boutique en ligne. Cela semblait fou à l'époque. Je n'avais pas d'expérience. Je n'avais pas d'argent à gaspiller. Mais j'avais une chose que je n'avais jamais vraiment utilisée auparavant. Le contrôle. La première version de ma boutique était mauvaise. Le design avait l'air bon marché. La sélection de produits était aléatoire. Je comprenais à peine comment fonctionnait le marketing. Je me souviens d'avoir rafraîchi la page encore et encore, espérant voir une vente. Rien ne s'est passé. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines en mois. Toujours rien. Il y a eu des nuits où j'avais tellement envie d'abandonner que cela faisait physiquement mal. Des nuits où je regardais l'écran en pensant, cela ne va pas marcher. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je me rappelais d'où je venais. Et je continuais. J'ai commencé à améliorer les choses petit à petit.
j'ai appris à concevoir de meilleures pages, à écrire des descriptions qui intéressaient vraiment les gens, à diffuser de petites publicités sans gaspiller d'argent. J'ai étudié ce que faisaient les boutiques à succès, et lentement j'ai commencé à comprendre les modèles. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas facile, mais c'était un progrès. Puis, une nuit, tout a changé. J'étais assise à la table, à moitié endormie, les yeux brûlants à force de fixer l'écran trop longtemps quand j'ai entendu une douce notification. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. Et c'était là, ma première vente. Ce n'était pas un montant énorme, juste une petite commande, mais pour moi, c'était comme si c'était tout, car cela prouvait quelque chose. Cela pouvait marcher. Je suis resté là longtemps, à simplement fixer l'écran, un petit sourire se formant sur mon visage pour la première fois depuis des semaines. Cette unique vente s'est transformée en 2, puis 5, puis 10. Lentement, les chiffres ont commencé à grimper. Pas du jour au lendemain, pas par magie, mais régulièrement. Et avec chaque vente, chaque petite victoire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du pouvoir. Pas sur les autres, mais sur ma propre vie pour la première fois. Je ne survivais plus simplement. Je construisais quelque chose de réel. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de moment dramatique où tout a soudainement changé. Mais un matin, je me suis réveillé, j'ai vérifié mon compte et j'ai réalisé que quelque chose était différent. Les chiffres n'étaient plus petits. Ce n'était plus juste assez pour s'en sortir. Pour la première fois, ils signifiaient quelque chose. Je me suis assise sur le bord du canapé de Lorraine, fixant mon téléphone, rafraîchissant l'écran comme si j'avais peur que cela disparaisse. Mais ce n'est pas arrivé. Ma boutique en ligne avait franchi un cap que je ne pensais jamais atteindre aussi rapidement. Les commandes affluaient régulièrement. Pas seulement une par-ci par-là, mais tous les jours. De l'argent réel. Mon argent gagné grâce à quelque chose que j'avais construit à partir de rien. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais pas de cette manière lourde et étouffante que je ressentais avant. C'était différent. C'était du soulagement. Je me suis adossé lentement, laissant l'idée faire son chemin. Toutes ces nuits, tout ce doute, toutes les fois où je m'étais remise en question. Tout cela avait mené à ce moment. Et puis une pensée m'a frappé si clairement qu'elle m'a presque fait peur. Je n'ai plus besoin d'eux. Ni de leur approbation, ni de leur soutien, ni de leur maison, rien. Pendant si longtemps, j'avais vécu ma vie en essayant de gagner une place dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment voulu. Je n'arrêtais pas de faire mes preuves, espérant qu'un jour ils me verraient différemment. Mais assise là, regardant la vie que je construisais par moi-même, j'ai réalisé quelque chose de douloureux et de libérateur en même temps. Il n'allait jamais changer, et je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je n'étais plus cette fille. Celle qui restait silencieuse, qui acceptait tout ce qu'on lui donnait, qui continuait à donner sans jamais rien recevoir en retour. Cette version de moi avait disparu. J'avais construit quelque chose pour moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais en contrôle. Pendant que ma vie se mettait lentement en place, la leur commençait à s'effondrer. Je ne l'ai pas vu se produire. J'en ai entendu parler. Et quand ce fut le cas, cela ne m'a pas surprise. Parce qu'Émilie n'avait jamais changé. Au contraire, elle avait empiré. Sans moi dans les parages, il ne restait personne pour nettoyer discrètement derrière elle. Personne pour absorber les conséquences de ses décisions. Elle a continué à vivre de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. Des fêtes, des nuits blanches, des choix insouciants. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de filet de sécurité. C'est arrivé un samedi soir. Une autre fête, un autre groupe d'amis, une autre tournée de boissons qui ne semblait jamais finir. D'après ce qu'on m'a dit, Émilie avait bu pendant des heures. Pas juste de manière occasionnelle, de manière imprudente. Le genre de consommation où les gens arrêtent de penser clairement, mais croient toujours qu'ils ont le contrôle. Et puis elle a pris la pire décision qu'elle aurait pu prendre. Elle a pris le volant. Personne ne l'a arrêtée. Ou peut-être qu'ils ont essayé et qu'elle les a ignorés. Cela lui ressemblait davantage. Elle est partie en trombe comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme s'il n'y aurait aucune conséquence. Mais il y en a eu. Environ 15 minutes plus tard, tout a changé. Elle a brûlé un feu rouge.
Une autre voiture a traversé l'intersection à pleine vitesse. Il n'y a pas eu le temps de réagir. Le choc a été violent, assez fort pour que les gens à proximité l'entendent depuis l'intérieur de leur maison. Le verre s'est brisé, le métal s'est tordu. Le genre d'impact qui n'endommage pas seulement une voiture, il change des vies. La police est arrivée en quelques minutes. L'ambulance aussi. Émilie a survécu. Mais l'autre conducteur ne s'en est pas sorti sans dommage. Il a été assez gravement blessé pour nécessiter une attention médicale immédiate. Ce n'était pas juste un accident mineur. C'était un désastre juridique. Sur les lieux, tout est devenu clair. L'odeur de l'alcool, le test de sobriété échoué, la vérité froide et indéniable qu'Émilie conduisait sous influence. Elle a été arrêtée sur place. Et juste comme ça, la situation a échappé à tout contrôle. Des accusations ont été portées. Une conduite en état d'ivresse seule aurait été assez grave. Mais là, c'était pire car il y avait maintenant une victime blessée impliquée. Et aux États-Unis, cela signifiait des poursuites, d'énormes poursuites, des factures médicales, des dommages et intérêts, des frais juridiques, des demandes d'indemnisation, le genre de chiffres qui ne font pas que blesser, ils détruisent. Mes parents ont essayé de gérer cela au début. Ils ont engagé un avocat, pensant qu'il pourrait contenir la situation, la réparer de la manière dont ils essayaient toujours de tout réparer. Mais ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait arranger facilement. Ce n'était pas une petite erreur. C'était public. C'était sérieux. Et c'était cher, très cher. L'affaire s'est éternisée, les plongeant de plus en plus profondément dans les difficultés financières. L'assurance ne couvrait pas tout. Les frais juridiques s'accumulaient. Chaque décision qu'Émilie avait prise cette nuit-là revenait encore et encore. Et pour la première fois, ils ne pouvaient pas y échapper. La vie qu'ils avaient construite, le confort, le contrôle, l'illusion que tout finirait toujours par s'arranger en leur faveur. Cela a commencé à se fissurer et cette fois, il n'y avait plus personne pour porter le fardeau à leur place. Au début, mes parents ont traité cela comme tous les autres problèmes qu'ils avaient rencontrés. Le contenir. Le contrôler. Passer à autre chose. Cela avait toujours été leur schéma. Mais cette fois, cela n'a pas marché. Les frais juridiques ont commencé discrètement. Juste quelques milliers par-ci par-là pour des consultations, de la paperasse, des dépôts au tribunal. Rien qu'ils n'aient déjà géré auparavant. Mon père s'est convaincu que c'était temporaire. Ce n'est que le début, n'arrêtait-il pas de dire. Une fois que nous aurons passé la première audience, les choses vont se tasser. Ce ne fut pas le cas. Chaque semaine apportait son lot de nouveautés. Une autre facture, une autre exigence, une autre complication. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement du fait qu'Émilie ait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Il s'agissait des dommages qu'elle avait causés. Les factures médicales de l'autre conducteur étaient à elles seules écrasantes. Les séjours à l'hôpital, les traitements, les soins de suivi. Et comme Émilie était en tort, ses coûts n'allaient pas disparaître. Il augmentait rapidement. Mes parents se sont tournés vers l'assurance, espérant qu'elle couvrirait la majeure partie. C'est à cela que sert une assurance, n'est-ce pas? Mais la réalité les a frappés plus durement qu'ils ne s'y attendaient. Limite de couverture, exclusion, retard. La police d'assurance était loin de couvrir le montant total. Et une fois que les chiffres ont dépassé cette limite, tout le reste est devenu leur responsabilité. C'est là que la panique a commencé. Pas tout d'un coup, lentement, silencieusement. Mais elle était là. Ma mère a commencé à réduire des dépenses qu'elle n'aurait jamais touchées auparavant. Fini les dépenses superflues. Fini les extras. Elle a arrêté de sortir aussi souvent, a arrêté d'acheter des choses dont elle n'avait pas absolument besoin. Émilie, pour une fois, ne riait pas. Les dates d'audience n'arrêtaient pas de tomber. L'affaire traînait en longueur. Le conducteur blessé a intenté une action au civil en plus des accusations criminelles. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de sanctions. Il s'agissait d'indemnisation. Une grosse indemnisation. Le genre qui pouvait tout anéantir. Mon père essayait de rester calme, mais des failles commençaient à apparaître. Des nuits tardives à la table de la cuisine. Des papiers étalés partout. Des appels téléphoniques qui se terminaient en silence.
Il faisait des calculs, essayant de trouver une issue. Il n'y en avait pas. Les dettes ont commencé à s'accumuler plus vite qu'il ne pouvait les gérer. Les cartes de crédit, les prêts, tout ce à quoi il pouvait accéder pour faire face aux coûts croissants. Et pourtant, ce n'était pas suffisant car la vérité était simple. Ils se noyaient. La maison, qui était autrefois leur plus grand symbole de stabilité, est devenue leur dernière option. J'en ai entendu parler des semaines plus tard. Ils l'avaient mise en vente discrètement au début, espérant qu'ils n'auraient pas réellement à aller jusqu'au bout. Mais comme les factures continuaient de s'empiler, l'espoir s'est transformé en nécessité. Ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont vendu. L'endroit qu'ils avaient choisi à ma place. L'endroit d'où ils m'avaient jeté sans hésitation, disparu. Et même cela n'a pas suffi à tout réparer. Car à ce moment-là, les dégâts étaient trop profonds. L'argent a disparu presque aussi vite qu'il est rentré. Les règlements juridiques, les dettes impayées, les frais qui semblaient interminables. Et pour la première fois de leur vie, ils se retrouvaient complètement à court d'options. Le contrôle qu'ils avaient autrefois, la confiance qu'ils affichaient, tout avait disparu, remplacé par quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment affronté auparavant. La peur. Ce qui avait commencé comme une crise privée n'est pas resté privé bien longtemps. L'affaire s'est retrouvée dans les nouvelles locales. Au début, ce n'était qu'un bref rapport, un autre incident de conduite en état d'ivresse, une autre décision imprudente. Mais au fur et à mesure que les détails ont été révélés, cela a pris de l'ampleur. Les blessures, le procès, les dommages financiers, tout cela est devenu une histoire dont les gens parlaient. Et avec chaque nouvelle mise à jour, le nom de ma famille y était entraîné plus profondément. Les voisins ont commencé à murmurer. Les vieux amis ont arrêté d'appeler. Les gens qui souriaient autrefois à mes parents évitaient maintenant de croiser leurs regards. Les mêmes cercles sociaux dans lesquels ils évoluaient si fièrement les ont exclus sans hésitation. Leur réputation, une chose à laquelle ils avaient toujours tenu, avait disparu. Le cas d'Émilie s'est aggravé avec le temps. Les audiences au tribunal n'ont pas tourné en sa faveur. Les preuves étaient claires. La responsabilité était indéniable. Chaque tentative pour réduire les dommages a échoué, et le procès civil, il a frappé plus fort que tout le reste. L'indemnisation demandée était massive. Les frais médicaux, les soins à long terme, les dommages émotionnels, tout s'additionnait pour atteindre un chiffre que mes parents ne pouvaient même pas concevoir au début. Il n'y avait aucune négociation possible pour s'en sortir. Pas de raccourci, pas de contrôle, juste des conséquences. Le stress a commencé à les briser. Ma mère, qui avait l'habitude de tout maintenir ensemble avec une confiance tranquille, est devenue agitée, anxieuse. Les nuits blanches se sont transformées en une inquiétude constante. Chaque coup de téléphone la faisait tressaillir. Chaque lettre dans le courrier ressemblait à un nouveau coup. Mon père a changé aussi. L'homme qui parlait autrefois avec certitude semblait maintenant incertain, fatigué, vaincu. Il passait des heures assis en silence, à fixer le vide, comme s'il essayait de calculer une issue qui n'existait pas. Mais il n'y en avait pas. La maison avait disparu. Les économies avaient disparu. La stabilité autour de laquelle ils avaient construit toute leur vie avait disparu. Et le pire, c'est que ce n'était toujours pas suffisant car l'affaire n'était pas terminée. La pression juridique ne s'arrêtait pas. Et pour la première fois de leur vie, ils devaient faire face à une réalité à laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. Il n'y avait plus personne pour arranger les choses. Plus personne pour porter le fardeau à leur place. Aucune issue. Alors que tout s'effondrait derrière moi, tout prenait enfin forme devant moi. Mon entreprise en ligne ne s'est pas contentée de croître. Elle a décollé. Ce qui avait commencé comme une petite idée, quelque chose que j'avais construit tard dans la nuit sur une table empruntée, s'est transformé en quelque chose de réel, de stable, de puissant. Les commandes sont devenues constantes, puis prévisibles, puis évolutives. J'ai quitté l'appartement de Lorraine pour m'installer chez moi. Pas grand, pas accent grave-l'œil, mais à moi. Chaque meuble, chaque détail choisi par moi, payé par moi, mérité. Mes journées ont changé. Je travaillais toujours dur. Mais maintenant, c'était différent. Je ne cherchais plus à survivre. Je construisais la croissance, l'expansion, j'apprenais comment prendre ce que j'avais créé et le pousser plus loin. J'ai embauché de l'aide. Juste une petite étape au début,
quelqu'un pour gérer le support client, puis quelqu'un d'autre pour aider aux opérations. Lentement, mon effort solitaire s'est transformé en quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Et avec cela, j'ai changé aussi. Je n'étais plus la fille qui restait silencieuse. Je n'étais plus celle qui acceptait tout ce que les gens me donnaient. Je parlais différemment, je me comportais différemment, je prenais des décisions sans remettre en question chaque mouvement. Il y avait une confiance en moi maintenant, une confiance qui ne venait de l'approbation de personne d'autre. Elle venait de l'expérience, de la survie, du fait d'avoir construit quelque chose à partir de rien. Parfois, tard le soir, je m'asseyais dans mon appartement en regardant les lumières de la ville et je pensais à tout ce qui s'était passé, la maison, les disputes, le moment où j'étais parti avec rien. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas totalement compris auparavant. Ce moment ne m'a pas brisé. Il m'a libéré. Car si j'étais resté, je serais toujours la même personne. Continuant à donner, continuant à être invisible, continuant à attendre que quelqu'un voie enfin ma valeur. Mais maintenant, je n'avais besoin de personne pour la voir. Je la connaissais déjà. Et cela a fait toute la différence car la vie que j'avais construite était enfin la mienne. Ils n'ont pas découvert mon existence tout de suite. Au début, ils étaient trop absorbés par leurs propres problèmes, les dates d'audience, les factures, la pression qui se refermait de toutes parts. Mon nom ne faisait plus partie de leur monde jusqu'à ce que ce soit le cas. C'est arrivé par l'intermédiaire d'une de leurs connaissances, une connexion commune, quelqu'un qui avait vu mon entreprise en ligne, quelqu'un qui a reconnu mon nom et l'a mentionné avec désinvolture, sans savoir ce que cela déclencherait. Ce n'est pas votre fille ? C'est ainsi que cela a commencé. La curiosité s'est transformée en recherche. La recherche s'est transformée en découverte. Et soudainement, tout a changé. Ils l'ont vu. Le site web, les avis, la croissance, les chiffres, la vie que j'avais construite sans eux. D'après ce qu'on m'a dit, ma mère n'y a pas cru au début. Elle pensait que cela devait être une erreur. Quelqu'un d'autre avec le même nom. Mais ce n'était pas le cas. C'était moi. La fille qu'ils avaient repoussée. Celle dont ils disaient qu'elle n'avait pas sa place. Vivant maintenant une vie qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le choc les a frappés en premier, puis le silence. Et après cela, autre chose s'est insinuée. Le désespoir. Car pour la première fois, ils voyaient quelque chose qu'ils n'avaient plus. De la stabilité, du contrôle, une issue. Et soudainement, ils ont su exactement où aller. Je ne m'attendais pas à les revoir. Pas comme ça. C'était un après-midi tranquille quand on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Alors, pendant une seconde, je suis juste resté là à fixer la porte, sentant quelque chose d'étrange s'installer dans ma poitrine. Un sentiment que je ne pouvais pas expliquer mais que j'ai en quelque sorte reconnu quand je l'ai ouverte. Ils se tenaient là. Mes parents. Ils avaient l'air différents, plus vieux, fatigués, usés d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. La confiance qu'ils portaient autrefois si facilement avait disparu, remplacée par quelque chose de fragile, d'incertain. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis ma mère a fait un petit pas en avant, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Jessica. Le simple fait d'entendre mon nom de sa bouche comme ça semblait étranger. Nous devons parler, a ajouté mon père, le ton prudent, comme s'il choisissait chaque mot. Je ne les ai pas invités à entrer tout de suite. Je suis juste resté là à les étudier. Les mêmes personnes qui m'avaient mis à la porte sans hésitation se tenaient maintenant à ma porte comme des étrangers. Parlez, ai-je dit finalement. Ils ont échangé un regard rapide avant d'entrer. Le silence qui a suivi était lourd. Puis ma mère l'a brisé. Nous sommes au courant pour ton entreprise, a-t-elle dit, ses yeux scrutant la pièce, absorbant tout. Tu as vraiment bien réussi. Je n'ai pas répondu. Elle a dégluti, ses mains se serrant nerveusement. Nous traversons une période difficile en ce moment. Les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Mon père est intervenu, la voix plus directe. Nous avons besoin d'aide. C'était là. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste un besoin. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Nous avons beaucoup perdu, a-t-il continué. La maison, nos économies, tout. L'affaire, c'est pire que ce que nous pensions.
La voix de ma mère tremblait légèrement maintenant. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés et pour la première fois, j'ai vu exactement ce qu'ils étaient devenus. Ni forts, ni en contrôle, juste désespérés. Et puis elle l'a dit, Jessica, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds d'attente, de culpabilité, de tout ce qu'ils pensaient pouvoir encore fonctionner sur moi. Mais ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pendant un moment, je suis juste resté là à les regarder. À vraiment les regarder. Les mêmes personnes qui m'avaient autrefois fait me sentir petite, invisible, remplaçable, se tenaient maintenant chez moi, attendant quelque chose de moi, attendant que je les sauve. J'ai pris une lente inspiration et je suis passé devant eux, faisant un léger geste vers le canapé. Asseyez-vous. Ils l'ont fait silencieusement, prudemment, comme s'ils ne voulaient pas dire la mauvaise chose et perdre la chance qu'ils croyaient encore avoir. Je suis resté debout. J'ai entendu ce que vous avez dit, ai-je commencé, ma voix calme, stable. Vous avez besoin d'aide. Mon père a hoché la tête rapidement. Oui, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Nous te rembourserons. J'ai levé légèrement la main. Il s'est arrêté. Je ne doute pas que vous croyez cela, ai-je dit. Mais là n'est pas la question. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix douce, presque suppliante. Jessica, nous sommes ta famille. J'ai laissé échapper un petit souffle contrôlé. La famille, ai-je répété doucement. Le mot semblait différent maintenant, plus léger, comme s'il avait perdu son poids. Où était ce mot la nuit où vous m'avez dit que je n'avais pas ma place dans votre maison, ai-je demandé, croisant leurs regards un par un. Où était la famille quand vous êtes restés là à me regarder partir avec rien? Ils n'ont pas répondu. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait car il n'y avait pas de réponse. Je ne vous ai rien demandé, ai-je continué. Pas quand je payais ma propre éducation. Pas quand je travaillais jusqu'à l'épuisement juste pour survivre. Pas même quand vous me traitiez comme si je ne comptais pas. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Chaque fois que j'ai eu besoin de soutien, vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Émilie. Ils ont tous les deux détourné le regard un instant, comme si ce nom n'avait même pas besoin d'être prononcé. Et maintenant, ai-je dit lentement, vous êtes ici à me demander de vous donner ce que vous ne m'avez jamais donné. Le silence a rempli la pièce, lourd, inévitable. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons fait des erreurs, mais nous essayons de réparer les choses maintenant. J'ai secoué légèrement la tête. Non, ai-je dit. Vous essayez de réparer les conséquences. Cela a fait mouche. Je pouvais le voir sur leur visage. J'ai déjà réparé ma vie, ai-je continué. Toute seule, sans vous, sans votre aide, sans votre approbation. J'ai fait une pause d'une seconde, laissant les mots s'installer. Et je ne vais pas me remettre dans une position où l'on s'attend à ce que je vous porte à nouveau. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Jessica, s'il te plaît. Mais je n'ai pas bougé. J'aurais aimé que les choses soient différentes, ai-je dit doucement. Vraiment. Et pendant un instant, c'était la vérité. Mais elle ne l'était pas. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Pas de manière agressive, pas avec colère, juste définitivement. Vous avez fait votre choix, ai-je dit, la voix calme, mais ferme. Maintenant, je fais le mien. Ils n'ont pas discuté. Ils ne se sont pas battus. Car au fond d'eux, ils savaient déjà. Il ne restait plus rien à dire. Alors qu'ils sortaient lentement, silencieusement, j'ai fermé la porte derrière eux. Et cette fois, ce n'est pas de la douleur que j'ai ressentie. C'était de la paix. Cette nuit-là, après leur départ, je ne me suis pas senti lourde. Je ne me suis pas senti coupable. Je n'ai pas eu l'impression de venir de perdre quelque chose. Je me suis senti libre. Je suis retourné dans mon salon, le même espace où ils venaient de s'asseoir. Et pendant un instant, je suis resté là, imprégné de tout cela. Le calme, la tranquillité, la vie que j'avais construite de mes propres mains. Pas de pression, pas d'attente, personne qui n'attend de me prendre quoi que ce soit. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville briller au loin. Il y a quelques années,
Je me serais tenue ici en me demandant si j'étais suffisante, si je faisais assez, si je serais un jour vue. Maintenant, je connaissais déjà la réponse. Je n'étais pas seulement suffisante. J'étais plus que ce qu'il ne m'avait jamais permis de croire. J'avais transformé le rejet en direction, la douleur en pouvoir, et la perte en quelque chose qui m'avait enfin donné le contrôle sur ma propre vie. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur acceptation car tout ce dont j'avais besoin, je l'avais déjà construit. Et cette fois, personne ne pourrait me l'enlever. Alors dites-moi, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Les auriez-vous aidés après tout cela, ou seriez-vous partis comme je l'ai fait? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux, et si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et de vous abonner pour d'autres histoires réelles comme celle-ci. Parce que parfois, les personnes qui vous brisent sont celles qui, sans le savoir, vous construisent pour devenir quelqu'un d'inarrêtable.